Bonjour à tous et à toutes. Je suis content d'être là parmi vous, de voir tout ce monde présent pour une conférence technique et interactive. Est-ce que vous connaissez les livres dont vous êtes le héros? Levez la main. Ok, ça va, j'ai un public conquis, ça va bien se passer. Cette conférence, si vous ne le savez pas, en fait, ça va être une conférence interactive où c'est vous qui allez décider ce qui se passe, en fait. Et puis, peut-être vous ferez des bons choix, peut-être des mauvais choix. S'il y a les dieux de la démo qui ne sont pas avec moi, ce sera de votre faute, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est le tome 2, en fait, d'une première conférence qui était le GitHub dont vous êtes le héros. Donc, il y a une espèce de chronologie, mais si vous ne connaissez pas l'histoire avant, c'est pas grave. D'ailleurs, est-ce que quelques-uns d'entre vous ont vu la première conférence, ou sur Internet, ou en présentiel? Levez la main. Non. Il faudra que j'ai les noms meet-up à faire, je pense, alors. Du coup, je vais vous résumer un peu ce qui s'est passé au premier tome, au premier volet, histoire que vous ayez un peu de contexte, un peu d'histoire, en fait. Dans cette première partie, vous, moi, nous, en fait, on est les responsables de la mise en production d'une application qui s'appelle le site, The Site en anglais. Cette mise en production, elle est faite avec des moyens, ma foi, assez anciens, assez vieillots, et qui ne marchent pas bien. Vous connaissez peut-être, vous l'avez peut-être vu. C'est en général, on fait un document Word de 100, 200 pages, qui décrit toutes les actions qui doivent être réalisées. C'est assez pénible, c'est assez fastidieux. Ça tombe rarement en marche. À tel point que, ça devenait critique, et la guilde des décideurs, la grande guilde bien connue, qui régit ce monde-là, a tapé du poing sur la table et a dit non, il faut arrêter, il faut faire quelque chose. Si vous n'arrivez pas à résoudre la solution, si nous n'arrivons pas à résoudre la solution, on va mettre un terme dans l'ordre du site. Et donc, la première aventure, ça a été ça, il y avait cette problématique à régler, et on a réussi brillamment à la résoudre en embrassant la voie du GitOps, en utilisant des outils comme Kubernetes, Argo CD, Kustomize. Certains sont même embarqués dans le gouffre de Helm. D'autres ont été encore plus fous, ont choisi DAL. On a même appris à gérer les secrets dans Kubernetes avec un système automatisé avec du GitOps. Et ça a été un vrai succès. Et aujourd'hui, les déploiements du site sont un non-événement. C'est super. L'histoire, le premier tome s'arrête là. Et on continue derrière, donc vous êtes glorieux, vous revenez, nous sommes tous auréolés de succès, reconnus auprès de la guilde des décideurs, nous avons gagné quelques galons, et on pourrait penser qu'on pourrait aller se reposer sur nos lauriers, et puis continuer tranquillement notre petite histoire informatique. Et en fait, non, c'est pas si simple que ça, on pense être tranquille, et pas du tout en fait. Et c'est là que l'histoire continue, ici, à Volcamp, ce matin. Et pour cette partie de Dev and Deploy, D&D, je serai votre maître du jeu. Donc, je m'appelle Louis Tournaire, je travaille à Zenica Lyon. Je suis aussi coordinateur d'un meet-up à Lyon qui va parler de cloud, d'IoT, puis d'autres choses, qu'on a le courage un peu d'organiser tout ça. Et donc, commençons l'aventure. Donc, vous avez compris le contexte. Aujourd'hui, on a quelques clusters qu'on gère qui vont héberger notre site dans nos namespaces, tout se passe bien, on est tranquille. Sauf que tout ce qu'on a mis en œuvre avec de l'Argo CD, avec de l'automatisation, en fait, ça devient un modèle, c'est super, c'est bien, ça inspire. Ça inspire, mais ça fait des envieux aussi. Et du coup, la guilde des décideurs a dit tout le monde doit passer dans Kubernetes. Même les applications legacy, même les voies de fer, les voies de logique, tous ces trucs-là, ils doivent passer dans Kubernetes. Et pas dans un cluster qui sera monté à côté, non, c'est vous qui êtes responsable de ça, c'est nous qui sommes responsables de ça. Et donc on va devoir accueillir ces nouvelles applications legacy avec tout ce que ça peut comporter, et ça, on n'a pas bien envie en fait, parce qu'il y a cette armée de legacy dirigée par notre général Morgomir qui est là, et qui risque de piller toutes les ressources de nos clusters. On a un peu peur des effets de bord, de ce que ça pourra entraîner. Bon, alors on connaît un peu maintenant quand même l'infrastructure, ce qu'il y a derrière, mais on n'est pas encore des grands maîtres de Kubernetes, on ne sait pas encore comment bien isoler tout ça, mais c'est pas grave. Comme dans le premier tome, on avait déjà Gandalf pour nous aider, nous conseiller, on avait Glindy, Legolas qui nous ont aidés, et on va aller voir notre mentor, on va aller chercher l'aide auprès de Gandalf. Donc on va voir Gandalf, qui est dans son laboratoire, en train de travailler.
Et puis on lui explique notre problématique et effectivement il nous dit que c'est pas sans risque parce que, comme on l'a pressenti, il peut y avoir quelques débordements, ça peut mettre en péril nos applications connexes, voire même notre cluster. Pour appréhender tous ces risques, ce qu'il nous propose quand même, c'est au lieu de nous dire tout simplement ce qu'il va y avoir, il va nous faire chercher. Comme ça, on va un peu mettre le doigt sur les problématiques qu'on aura affrontées avant de commencer directement à implémenter la solution. Et donc tout ça, il nous propose un petit quiz pour progresser, une sorte d'endroit où on pourra s'amuser un peu, pour faire un peu progresser notre personnage, acquérir les premières compétences, pour derrière pouvoir partir à l'aventure. Vous êtes prêts? C'est là où il va falloir vous réveiller. Et donc, on va commencer le quiz. Dans le contexte, imaginez, vous êtes dans un cluster Kubernetes standard, déployé comme ça, sans aucune règle particulière de sécurité ou quoi que ce soit. Donc, voilà, ça vous permettra un peu d'acquérir un peu de vocabulaire et de comprendre les problématiques qu'on aura derrière. Première question. Qu'est-ce qu'un node? Alors, vous applaudissez si une réponse vous plaît. Réponse A. C'est un truc en JS. Mais moi, je ne touche pas au JS. Peut-être vous, je ne sais pas. Donc, je ne suis pas sûr. Petit B, c'est un conteneur applicatif qui tourne dans une machine. Petit C, c'est comme le disque C. Petit D, c'est une machine du cluster K8s. Ok, je vois qu'il y en a quelques-uns qui connaissent. Effectivement, la terminologie node, ça désigne une machine du cluster K8s. Et on a deux typologies de nodes. On a les worker nodes et le control plane, qui sont là où on met de l'intelligence. Continuons. Question 2, un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'un namespace? Est-ce que c'est une façon de séparer les ressources dans K8s? Non. A. B, est-ce que c'est une façon de séparer les ressources dans Linux? C, le nom d'un amas de constellations dans l'univers Star Trek? D, un mot anglais pour désigner les besoins d'espace quand vos proches voisins ont mangé des pâtes au pistou. Alors j'hésite entre là, au niveau sonore c'est un peu compliqué de juger. Réponse A, applaudissez. Réponse D. Ok, c'était pour le fun. Donc c'était effectivement la réponse A. C'est une façon de séparer les ressources dans Kubernetes. On va créer des namespaces et on va mettre les objets qu'on déploie, qu'on appelle les pods, dedans. Et on pourra, grâce à ça, créer ou pas de l'isolation. La réponse B, il y a eu un applaudissement. Il avait raison, mais ce n'était pas approprié au contexte. Donc on parle aussi de namespace dans Linux. Question 3. Quelles ressources ne sont pas partageables entre pods d'un même nom? Ne sont pas partageables. Est-ce qu'on ne peut pas partager le processeur, la RAM, le kernel, le whisky, l'adresse IP? Le whisky? L'adresse IP? Ok, l'adresse IP. C'est ça. Le whisky, c'était pas faux non plus, mais c'était pas forcément approprié. Donc, entre deux pods d'un même node, on ne peut pas avoir la même adresse IP. Alors, question 4. On arrive vers la fin. Là, vous avez commencé à progresser un peu déjà, vous êtes level 1, je n'avais pas fait attention. Est-ce qu'un pod peut, petit a, faire des requêtes vers un autre pod dans le même namespace? Il y a deux réponses qu'on validera. Petit b, faire des requêtes vers un autre pod dans un autre namespace. Petit c, partager la même IP qu'un autre pod dans le namespace. Petit d, devenir root sur le node. Ou E, tromper 1000 fois 1000 personnes. Alors, la A, la B ou la E. Alors, A. Ok. B. E. Ouais, A et B.
Alors, on va voir si c'est ça. Effectivement, on peut faire des requêtes entre pods dans le même namespace. Et est-ce qu'on peut faire des requêtes entre pods différents dans un autre namespace? Aussi, on a encore gagné un niveau. Ça, c'est par défaut quand on n'applique aucune règle de sécurité. On peut appliquer des règles de sécurité après pour isoler les choses. Dernière question. Est-ce que je peux restreindre les ressources utilisées par les pods? Alors, oui, grâce à l'article 47.1. C'est dommage, notre légaliste n'est plus là, mais il pourrait vous reciter ce qu'est l'article 45.1. Petit B, je ne sais pas pourquoi je dis petit B d'ailleurs, c'est grand B. Non, cube, c'est l'anarchie. C, oui, les quotas et les limites, ça existe aussi dans Cube. D, vous voulez pas un whisky d'abord? Bon, vous aimez bien les films comme moi aussi, mais vous avez choisi quand même en majorité la réponse C. Et effectivement, on peut mettre des restrictions dans Kubernetes grâce à ce qu'on appelle les quotas et aussi ce qu'on appelle les limites. Vous avez quand même pas le monde pour progresser, vous êtes level 2 déjà. Vous avez compris un certain nombre de choses que vous savez peut-être déjà pour certains et puis les autres, vous les avez appris. Sachez qu'avoir un cluster à manager, ça ne nécessite pas simplement de gérer ces quelques règles que je vous ai énumérées, de jouer avec, mais il y a aussi d'autres responsabilités. Notamment, il faut avoir à gérer la montée de version des clusters. Et quand on monte de version de cluster, il se peut qu'on change les versions des API, des pods, qui sont utilisés en dessous par ce qu'on a déployé, et ça peut casser. Donc il faut synchroniser tout ça, il faut gérer la version, les mises à jour de votre cluster en intelligence avec ce qui est déployé dessous. Quand vous avez un cluster aussi qui est utilisé par plusieurs projets, plusieurs ressources, il y a des plusieurs projets, il y a des ressources qui peuvent être communes. Notamment, il se peut qu'on définisse ce qu'on appelle des ingress, en gros des points d'entrée, des chemins de points d'entrée. Ce sera http www.example.com/toto/tt. Tout ça, ces URL-là, chaque projet, chaque application qui est derrière, peut définir un peu ce qu'elle veut. Donc, il faut faire en sorte que chacun ne prenne pas la même URL, voire un chemin au-dessus qui soit prévalent sur les sous-chemins qui sont dessous. Donc il faut mettre un peu d'intelligence derrière tout ça. Et puis, quand vous avez des choses qui sont gérées en commun, il se peut que vous ayez installé des objets en plus de Kubernetes qui vont enrichir Kubernetes. Par exemple, on a parlé de l'exposition à l'extérieur. On fait ça avec un objet qu'on appelle un ingress controller. Cet ingress controller, il peut avoir ses propres mots, ses propres dialectes, sa propre API, qui est utilisable en dessous par les POB, par les applications qui sont dessous, pour les exposer à l'extérieur. Mais ça peut évoluer, monter de version aussi. Si vous faites la montée de version de ces éléments-là, de ce qu'on appelle ces CRD, Custom Resource Definitions, il faut derrière que ce qu'il utilise suive ces montées de version-là. De la même manière que quand vous faites la même montée de version de Kubernetes, il faut que ça suive derrière. Donc il faut gérer quelque chose de plus global, qui soit mutualisé, mais où chacun fait un petit truc un peu dans son coin et ça peut créer des conflits, ça peut poser problème. On a un peu planté le décor, on a un peu planté les problématiques. Maintenant, on va y aller. Comme toute aventure, ça commence à la taverne. Par contre, là, le défi, il est quand même ardu, il est relativement important. Du coup, je ne vais pas vous laisser partir tout seul. Vous allez pouvoir embarquer avec vous un personnage, parmi 3 personnages qui sont dans la caverne, 3 aventuriers qui sont un peu à droite, à gauche, dans cette caverne, à différents endroits. Ils ont des caractéristiques différentes. La première partie sera choisir qui vous accompagnera dans cette aventure. Le premier personnage qui peut vous accompagner, le premier PNJ important, c'est Capsule. Capsule, c'est un hobbit, roublard. C'est un malin, un roublard. Du coup, lui, sa stratégie, pour faire en sorte que les différentes applications que vous déployez dans vos clusters, elles ne se marchent pas dessus, en fait, il va les lier, les enfermer dans un namespace en limitant leurs droits.
Première stratégie, avec ses avantages et ses inconvénients. Second personnage qui peut vous accompagner, Vlecluster. Elle, c'est une magicienne, elle a des sorts très impressionnants. Elle est capable de créer dans un cluster des clusters virtuels. Et quand vous déployez vos applications dans ce cluster virtuel, vous avez l'impression d'être dans votre propre cluster, en fait. Et donc, vous avez une espèce de segmentation du cluster en sous-clusters virtuels qui peuvent eux-mêmes contenir des sous-clusters virtuels, qui peuvent eux-mêmes contenir des sous-clusters. Je vais m'arrêter là, il y a un mur derrière. C'est balèze. C'est franchement balèze. Troisième personnage, lui, plus basique, plus terre à terre, c'est Capi. C'est un guerrier nain. Guerrier nain, lui, il ne se pose pas de questions. Hein. Ton problème, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'on ne se marche pas dessus. Ben, on peut créer une nouvelle infrastructure et puis déployer de nouveaux clusters dessus. C'est une approche. C'est une approche. Ça nécessite plus d'infrastructure, c'est plus long, mais c'est une approche. Alors, qui allez-vous choisir dans cette aventure? Ah, je vois qu'il y a quelque chose qui est apparu en dessous. Je ne sais pas si vous voyez. Vous avez même, si vous hésitez encore entre les personnages, la capacité d'aller soudoyer un barde à la taverne, parce qu'on peut facilement soudoyer les bardes, avec quelques boissons. Bon, ça coûtera un peu d'argent, mais vous avez de l'or, donc vous pouvez y aller, pour essayer d'avoir un peu d'informations sur ces différents personnages. Donc, est-ce que vous voulez partir avec Capsule? Partir avec Vlecluster. Vlecluster, c'est le magicien. Partir avec Capi. Ou aller soudoyer le barde. Ok, on va aller soudoyer le barde. Waouh! En fait, il m'a piqué mon écran de maître de jeu, il a fait une mauvaise photocopie. Je sais pas qui. Moi, j'ai déjà fait ça, des photocopies comme ça, à une époque lointaine. Elle est un peu pourrie, la photocopie, hein, ça fait un peu cher payer. Et il a noté. Je ne vais pas commenter ce qu'il a noté. Vous l'avez vu? On revient au choix? Ah, c'est une photocopie de mauvaise qualité. Hein. Je ne vais pas vous dévoiler mon écran de maître de jeu comme ça quand même. Alors, Capsule. Ok. Vlecluster. Ok. Capi. Ok, Vlecluster. Eh bien, allons voir Vlecluster, la magicienne elfe. Elle a des forces et des faiblesses. La force, ses forces notamment, c'est que elle va isoler, elle va créer un espèce de tenante qui sera en fait votre Vlecluster, qui a son propre control plane et qui derrière va utiliser par contre l'infrastructure qui est là. Du coup, en faiblesse quand même, il y aura quelques éléments qui seront communs. Il y aura l'infrastructure qui sera partagée. Et il y aura au niveau de Kubernetes la partie réseau, network. On ne va pas créer des réseaux différents. Là, on va vraiment s'appuyer sur le réseau existant. Donc ça sera un élément qui sera partagé, qui sera propre à Kubernetes. Pour ceux qui connaissent un peu, ça veut dire que concrètement, le CNI, le conteneur network interface qu'on a utilisé dans le premier cluster, le cluster hot, ça sera celui que vous aurez derrière. Dans les forces, c'est que c'est aussi super rapide. Dans les faiblesses, on déploie tout au final dans un cluster hot. Le cluster hot, il voit tout ce qui est déployé en dessous. Alors c'est une faiblesse ou pas, mais en fait il y a une espèce de projection de tout ce qui est déployé dans votre cluster à vous. Dans les forces aussi, au niveau de l'isolation, on peut régler plein de choses. C'est vraiment à la carte. On peut dire j'isole telle ressource, je partage telle ressource. C'est-à-dire qu'on peut dire il y a ce type-là d'objet que j'utilise, je voudrais le partager pour qu'il soit visible. En fait, je vais faire une espèce de projection plutôt pour que je vais utiliser les CRD de cet objet-là. Et quand je vais les utiliser, je vais faire une projection pour qu'elles soient implémentées par les objets qui sont dessous. En termes d'architecture, du coup, alors, je ne sais pas si le schéma est visible. Il faut voir qu'en gros, on a ça, cette partie-là. En bas, host cluster, c'est votre cluster host qui contient vos virtual clusters. Au-dessus, vous allez créer des virtual clusters dans des namespaces.
Et ces namespaces, et dans ces virtual clusters, en fait, on va avoir défini, hébergé ce qu'on appelle des ressources de haut niveau. Les ressources de haut niveau, ça sera en gros les définitions des objets. On aura aussi des ressources de bas niveau. Les ressources de bas niveau, ça sera en gros ce qui va tourner. Un pod, un conteneur va tourner en fait. Ça sera ce qu'on appelle une ressource de bas niveau. Les ressources de bas niveau, elles vont être projetées dans le cluster hot. Et donc, on verra le pod que vous hébergerez au-dessus, par exemple un pod NGX. Et bien en fait, si vous regardez en dessous, vous aurez dans le namespace en dessous que vous avez créé, le pod NGX qui sera une projection du pod qui tourne réellement là-dessus avec un nom un peu différent que ce que vous avez au-dessus et un namespace différent. Et il y a un système de synchronisation, il y a ce qu'on appelle un syncer en fait, qui est déployé dans chacun des virtual clusters qui s'assure de synchroniser ce que vous avez défini en haut, en bas pour tout ce qui est en fait ressources de bas niveau. Pour les ressources de haut niveau, elles restent au-dessus puisque vous allez avoir en fait un control plane qui sera déployé dans chacun des virtual clusters. Ça c'est la théorie. Maintenant, on va voir la pratique. Et on va commencer par créer un vrai cluster, un premier virtual cluster. C'est là où on va avoir l'effet démo avec les dieux de la démo qui seront avec moi ou pas. Premier choix que vous avez. Il va falloir encore décider des choses. Comme je vous ai dit, on peut mutualiser ou pas certaines ressources. On peut dire, j'ai une ressource qui est définie en bas dans mon cluster hot, je veux la partager. Ou alors, je veux créer ma propre ressource qui fait ça avec ses avantages et ses inconvénients. Je vais vous demander, j'ai un cluster qui tourne, qui a un certain nombre de choses, dont notamment un ingress controller. Donc l'ingress controller, c'est ce qui permet d'exposer à l'extérieur. Est-ce que cet ingress controller, je le partage avec ses load balancers, avec tous ces objets, et en fait, je vais définir après simplement des ingress, simplement mes routes de redirection au niveau dessus, et je réutilise, et c'est projeté en fait en bas, et c'est du coup créé en bas. Ou alors, est-ce que je veux installer mon propre ingress controller avec, du coup, en termes d'infrastructure, un nouveau load balancer. Donc, est-ce que je partage mon ingress controller? Applaudissez. Est-ce que j'installe mon propre ingress controller avec un load balancer? Je partage. Je fais le mien. Ok. C'est plus net, il fallait que je fasse répéter parce que je n'étais pas sûr. Alors, on va installer notre propre ingress controller. Et bien, allons-y. Donc, on va avoir un ingress dédié. Au commencement, pour le cluster, on va utiliser la ligne de commande, la command line. Mais tout ce qu'on fait, dans une idée d'idéal de GitOps, pourra être versionné par la suite et tout templétiser, versionner et faire des choses propres. Mais là, c'est un POC, donc on va utiliser la command line. Et on va créer notre premier virtual cluster sans ingress controller. Alors, allons-y. Est-ce que vous voyez mon écran correctement? Il y en a qui ont pris goût. Je vais juste démarrer, donc NFS, si vous ne connaissez pas, ça permet juste de visualiser ce qui est déployé sur mon cluster. Donc j'ai un cluster hot. Cluster simple. Il a un control plane, 3 workers. Truc assez basique. Je me remets sur les pods. Alors, je vais aller dans les clusters. Et je vais lancer donc avec mon propre ingress controller. Ok, oui, forcément. Juste un petit truc, c'est pour avoir les noms. Ça me permet de gagner du temps. Donc je vais créer un... Blablabla. Je vais créer mon cluster. Mon cluster, je vais exposer son API sur cette URL-là. Cluster, démo, blablabla. Parce qu'il faudra que j'accède à son API, à son control plane. Donc là, j'ai récupéré juste le endpoint, l'URL, et j'ai
Par contre, l'API, je vais l'exposer en utilisant l'ingress controller de mon cluster pods. Donc allons-y. Donc je commence par lui dire, avec ma ligne de commande, créer un cluster. Je lui passe en paramètre un fichier de valeur qui va contenir la configuration par défaut. Je vais vous le montrer. Elle est relativement simple puisqu'il n'y a rien de partagé. Donc là, il crée un namespace. Il crée le cluster démo. Maintenant, on va lui dire, j'ai créé un fichier d'ingress pour exposer mon API serveur à l'extérieur. Donc là, c'est vraiment toute la petite tambouille interne que je fais pour avoir mon API serveur qui soit accessible. Hop, c'est bon, j'ai créé ça. Je vais créer maintenant le fichier de kubeconfig. Donc kubeconfig, c'est un fichier qui permet d'accéder à mon API serveur. Voilà. Je lui dis que mon URL de mon serveur, comme j'ai créé l'ingress, ça sera ce qu'on voit en bas. Ah, vous ne voyez pas, il faudrait que je monte mon écran. vcluster démo, etc., avec l'IP, hop. Donc là, il m'a créé tout ce qui va bien. Je vais m'assurer derrière que je vois les éléments. Donc vous vous rappelez, j'avais 3 nodes plus un control plane. Là, si je demande les nodes, j'en vois qu'un seul. Si je recommence get node config, j'ai qu'un seul node. Ça là, c'est juste un petit raccourci. Si je regarde justement ce fameux fichier de kubeconfig que je viens de générer, donc là j'ai un kubeconfig classique. C'est un fichier YAML simplement. Dedans, on voit qu'il y a la partie hautante et puis il y a une URL spécifique pour y accéder. Je vous ai dit que c'était relativement simple les valeurs que je partageais pour la conf, si je vous montre ça. Alors, c'était ça. Voilà, le point qu'il y a à voir, je monte un peu. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que je lui dis, je vais juste partager la partie stockage. Il n'y a rien d'autre qui est partagé. Et je lui ai juste défini mon point d'entrée pour mon API. Et puis de la même manière, j'ai créé un fichier d'ingress. On ne va pas aller dans les détails là-dessus. Qui lui disait, voilà, mon endpoint, c'est ça pour accéder à l'API serveur. Et donc là, vous avez vu, quand je fais des commandes cube, là, je peux voir les nodes. Je peux regarder les pods aussi qui sont démarrés. Donc j'ai un pod, core DNS. Et on a un node de 5 heures qu'on ne voit pas. On a l'API serveur qui est aussi démarré, qui est un K9S en fait, qu'on ne voit pas, mais qu'on peut voir. Si on regarde là, alors je vais regarder les namespaces. Comme je l'ai dit, ça crée un namespace du cluster démo qui est 2 minutes 40, donc c'est vraiment là, oui. Et dedans, dans ce namespace là, on a notre fameux core DNS, qui a un nom complètement différent cette fois, mais on peut retrouver le core DNS avec le UID qui était présent de l'autre côté, et on retrouve en plus ajouté à la fin kubesystem, donc le nom de namespace dans lequel il est dans la cible. Xdemo, ça c'est parce que par rapport au nom de notre vcluster. Et on a démo, ça si on regarde ce que c'est en fait démo, c'est un K3S qui tourne. K3S, c'est pour faire simple une mini distribution de Kubernetes qui package d'autres choses. On peut choisir d'autres choses que K3S. Donc là, on a un premier vcluster. Je vais faire le même truc, je vais faire la même chose. K9S, mon kubeconfig. J'adore K9S, c'est super pratique. Et donc là, ça, je suis connecté à mon vcluster. On voit un peu le rapprochement entre les deux. On continue? Vous êtes en forme? Je sens que déjà, ça devient plus dur. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on a installé notre vcluster, mais par contre, on peut déployer des choses dessus, mais on ne peut rien exposer à l'extérieur. Le but, c'est quand même que les applications legacy qui arrivent, elles puissent être visibles de l'extérieur. Donc, on va installer notre ingress controller pour ça. Donc, on va installer Trafic, parce que Trafic, c'est bien. C'est un Lyonnais qui l'a fait, un ancien Zenica en plus, donc c'est bien. C'est 2 bonnes raisons pour dire installer Trafic. Il y en a d'autres aussi, mais voilà. Et puis, on va l'exposer au monde. Donc là, on va créer
des règles sur GCP, parce que j'ai choisi GCP, parce que j'aime bien GCP. J'aurais pu prendre AWS. Il me reste 15 minutes. Je vais accélérer. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, on va installer notre propre ingress. Alors là, pourquoi démo cluster. Il en a fait des mots, c'est les dieux de la magie. Oui, je vois ce que c'est. Ok, alors, si je vérifie ça. IP, ok. Je vais feinter. Ah oui, mais j'ai pas oublié un truc. Ingress. Faut que je vérifie un truc. Désolé. Il n'y a pas mon... J'ai dû oublier. Toujours en effet des mots. Je vais regarder. C'est 2D. Je vais demander, tac, 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 tac. J'ai pas créé mes load balancer. Il faut que je crée mon load balancer qui sera utilisé pour la suite. Et pourquoi j'ai pas créé mon load balancer? Normalement, je le crée là-dedans. J'ai zappé un truc. J'ai plus mes scripts. J'ai supprimé mes scripts de... Ah oui, c'est ça. J'ai oublié un script. Désolé. Donc là, je vais faire la fameuse MASI. Bon, j'installe le trafic, ça n'a rien de bien compliqué. Donc c'est simplement une commande kubectl. Et après, il va y avoir un truc un peu long qui va permettre en fait de créer les parties load balancer. Donc je vais au niveau de GCP créer un point d'entrée, créer une adresse IP, créer un L-check, créer une série d'infrastructures, de nodes, et je vais relier tout ça pour faire en gros un load balancer qui va me permettre après d'aller taper, de rediriger les flux qui iront à l'extérieur sur cette fameuse adresse IP vers mes machines, vers mon infrastructure Kubernetes, vers ce qu'on appelle des nodes ports qui eux redirigeront vers mon trafic. En gros, j'ai créé un load balancer qui pointe sur mon trafic. Par contre, ça, c'est des commandes qui sont faites directement dans GCP. Ce n'est pas géré par mon infrastructure, puisque Kubernetes, il se limite en fait à cette périphérie interne, pas à ce qu'il y a autour. Par contre, je suis désolé, c'est un peu long. Pendant ce temps, du coup, on peut voir un peu ce qu'il a créé. Donc là, on en profite, on va un peu expliciter le reste. On voit qu'on a créé un objet, un pod, trafic, ingress, contrôleur, machin chose, qui a un nom très très long. Ça, c'est la vue de pilote. Si je change de cluster, si je regarde depuis le kubeconfig, il ne voit pas le kubeconfig, c'est pour ça qu'il ne voit pas. Si on regarde maintenant au sein du cluster qui a été installé, là, j'ai un trafic qui a un nom vachement moins long en fait. Et il est dans kubesystem. Donc là, ça c'est mon objet. Ce que je peux faire même, c'est que je vais vous montrer la projection de cet objet.
namespace qui s'appelle vcluster demo. Vous voyez que là, j'ai ajouté le kubesystem et puis des mots pour dire c'est le vcluster démo et il met des -x en séparateur. Voilà. Pendant cette petite explication, j'ai créé mon load balancer, j'ai installé mon trafic. Du coup, si je m'amuse, si je fais un curl là-dessus, je dois avoir en théorie un 404, mais là, vu ce que ça me répond, je pense que comme ils vont voir un 404, c'est le truc interne qui me dit non. Alors, je vais taper sur l'HTTPS du coup. Il doit y avoir une règle sur les 404. Alors, quand il me répond ça, c'est que en fait, il me dit que mon IP est disponible, mon load balancer est disponible, mais en fait l'infrastructure est toujours en train de se mettre en place. Ça va venir, on continue. En tout cas, on sait qu'on a le trafic qui est installé, on a notre règle de load balancing qui sont installées, le reste va arriver. Il faut laisser un peu de temps à ce que ça soit réellement disponible. Donc là, c'est installé et exposé à l'extérieur. Maintenant, on va pouvoir mettre en place Argo CD. Vous avez encore progressé en level, c'est bien. Alors, le temps que ça finisse s'installer, nouvelle question. Argo CD, comment est-ce que vous voulez l'installer? Vous avez plusieurs choix, plusieurs approches. Est-ce que vous dites, Argo CD, je l'installe dans mon vCluster, mon cluster virtuel à moi. Au final, c'est ce qu'on livrera aux applications legacy. Est-ce qu'on dit, Argo CD, je vais l'installer dans le cluster qui héberge les vClusters? Ou, dernière possibilité, Argo CD, je vais l'installer dans un cluster mutualisé dédié à Argo CD. Alors, je m'aperçois que j'ai oublié de préciser. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'Argo CD? Non, ok. Argo CD, pour faire simple, c'est un système qui permet, à partir de descriptions d'applications, de déployer des applications dans un cluster Kubernetes, en s'assurant que ce soit toujours ces applications-là qui soient up and running. Si jamais on a une déviation, on a un écart, on a Groot qui arrive et qui modifie directement dans le cluster ce qui est déployé, Argo CD il va checker le truc, il va dire il y a une différence, et il va soit nous prévenir, soit si on l'a configuré pour, en fait, faire la réconciliation et directement remettre à l'état cible, à l'état désiré. Donc en gros, c'est un truc qui permet de déployer de manière automatisée en s'appuyant sur un repo Git. C'est clair? Ok, super. Alors du coup, je reviens à ma question. Je déploie Argo CD dans mon vCluster. Dans le cluster qui héberge les vClusters, donc le cluster hot. Dans un cluster mutualisé dédié à Argo CD. Ok, donc j'ai choisi le cluster qui héberge les vClusters. Mais pourquoi? Je vous rappelle, vous ne voulez pas avoir d'effet de bord. Donc vous ne voulez pas avoir d'éléments mutualisés comme ça, ou potentiellement dans Argo CD, vous allez gérer les déploiements d'un vCluster, et puis d'un autre vCluster, et puis d'un autre vCluster. Vous voulez que chacun soit responsable dans son domaine. Donc vous voulez leur donner quelque chose d'isolé. Donc c'est techniquement c'est faisable, mais ça va à l'encontre de ce qu'on a pris au début. Alors, il vous reste 6 minutes. Est-ce que vous voulez dire, bon tant pis, on passe, on va à la fin de l'histoire, ou est-ce qu'on essaie de revenir en arrière et puis on essaie de trouver une autre approche, une autre solution? Ok. Alors, ça vous coûtera un peu d'argent, forcément, un mauvais choix, ça paye quoi? Ok, donc maintenant, on va éliminer le cluster mutualisé, pardon, le cluster qui héberge le vCluster, donc le vCluster ou le cluster mutualisé? vCluster. Un cluster mutualisé. Le vCluster, solution la plus simple pour donner une solution isolée. Un cluster mutualisé, ça marche aussi, mais il faut gérer après les droits, les trucs comme ça, donc même problématique. Bien qu'après, en termes d'infrastructure, ça soit plus difficile. Donc, installons notre Argo CD, on va s'assurer juste que le curl passe. Le curl a l'air de passer. 404, nickel. On n'a pas eu complètement l'effet démo. Alors, installons Argo CD. Il me reste 5 minutes.
installe Argo CD avec son propre ingress. Là aussi, assez basique, je récupère l'IP avec des commandes gcloud, et puis j'installe Argo CD avec une commande qctl, rien de bien compliqué. On voit qu'il y a Argo CD qui est en train de démarrer, d'ailleurs. Voilà, il y a Argo CD qui est en train d'arriver. On va attendre qu'il soit ready, et puis on va changer le mot de passe, parce que par défaut, il nous installe avec un mot de passe général à Torment, qui est très compliqué. Comme on est dans l'effet démo, on va faire des démos, on veut des mots de passe simples, quoi. Donc une fois qu'Argo CD est démarré, on sauvegarde Argo CD. Si vous voulez voir tous les scripts, il y a un repo GitHub avec tous les scripts, tout ça pourrait vous amuser, regardez comment ça fait. Il se connecte à Argo CD, il change le mot de passe, parce que par défaut le mot de passe c'était celui-là, là. Je suis sûr de me tromper avec. Ok, on va se connecter à Argo. Alors, c'est des certificats auto-signés, donc forcément il me dit, vous êtes sûr de vouloir faire ça, c'est normal. Oui, c'est mes certificats, moi. Et j'ai accès à Argo. Alors, je vais enlever le plein écran, comme ça vous verrez bien l'URL. C'est bien, effectivement, ce que j'ai installé comme URL, c'est bien chez moi. Non, je ne vais pas enregistrer tout ça. Ok, je suis bien connecté sur Argo. J'ai aucune application, donc quand on déploie des choses dans Argo, on crée ce qu'on appelle une application. Cool. Ils ont leur web cluster, ils ont leur Argo CD. On va quand même s'assurer que ça marche jusqu'au bout. Hop. Donc on passe, on va à la prochaine issue. On va faire un test. Oui, ça s'était fait d'ailleurs, installer. Ok. Donc on va installer une application en utilisant les CRD de trafic. Donc à faire. Go. Alors, les applications Argo CD, c'est en fait un fichier YAML qu'on va envoyer dans notre cluster. Pour faire ça, j'ai un fichier d'exemple tout bête. Ok, si j'ai le temps. Ok. Alors, et je vais lui dire d'installer la config. Donc là, je vais déployer une application Argo. Hop, on voit que ça déploie des choses là. C'est magique. Si on regarde juste ça, vous comprenez ce qu'on fait quand même. Mon Hello World. Mon Hello World, en fait, il va lui donner une URL à repo, un pass, et dedans, il y a des fichiers YAML statiques qui configurent l'application. 1 minute. Waouh! Il va falloir que je sois super rapide. On a l'application, le rafraîchissement, hop. Et on a l'application qui est démarrée. On ne va pas se connecter dessus parce que j'ai pas le temps, parce que par défaut, mon application, elle est configurée pour taper, il ne veut pas l'ouvrir, en 127.0.0.1, si vous voyez, si vous avez des jeux de Linux. Il faut que je modifie la valeur dans Git, que je push, que je déploie. Automatiquement, Argo il se connecte. Faites-moi confiance, il a déjà vu, il a déjà récupéré sur Git le projet. Ça, c'est juste une histoire de faire un commit, d'avoir un petit effet magique. Mais il ne reste pas de temps. Donc on va aller directement à la fin, plutôt sur les conclusions. Voilà, donc bravo à vous, je pense que vous pouvez vous applaudir. Vous avez avec vos choix et quelques erreurs réussi à fournir un système qui permet en fait de fournir aux différents projets leurs propres clusters isolés avec leurs propres ressources. Ce pas des vrais clusters, c'est des clusters virtuels. Mais du coup, ça demande moins d'infrastructure, c'est moins impactant. Vous avez quand même, vous leur avez quand même donné des trucs où ils ont un peu d'infrastructure à eux, où ils ont leur propre balancer avec leur propre ingress. C'est un peu plus... Et c'est super. Ça,
c'est la fin. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir sur le stand Genica. Si vous avez envie de jouer aux activités qu'on fait sur le stand, j'ai mis des jetons Genica. Venez nous servir. Ceux qui ont bien participé peuvent venir prendre des jetons pour aller jouer. Et puis me poser des questions. Et puis si vous ne voyez pas sur le stand, c'est que je vais me prendre un café ou un truc comme ça. Donc je serai à votre disposition. Et vous avez résolu quand même 9 issues. Bon, vous finissez avec 4 pièces d'or. Vous avez un peu dépensé d'argent. C'est pas grave, c'est fait pour. Et vous êtes niveau 3. Et le vrai écran de jeu du NJ. Lisible, qui donne le résumé. Capsule, il y avait des votes pour Capsule. Capsule, c'est pas mal, mais c'est très lent. Parce qu'il faut provisionner l'infrastructure. Donc il faut arriver à tenir dans les 45 minutes. Pardon, Cluster Happy. Oui, Capi. Pour Cluster Happy. Capsule, ne le faites pas. Ça semble facile, mais on ne peut pas installer un Argo CD par exemple dans le tenant qu'on a créé, c'est trop limité. Donc, ça peut marcher pour des trucs très simples, mais s'il y a des besoins plus avancés, si les gens veulent faire des choses plus avancées, ou ils ont besoin d'installer des trucs qui demandent de créer des CRD, ils ne pourront pas. N'hésitez pas à voter, c'est le lien vers l'application officielle du Volcamp. Prenez le QR code, donnez vos retours, le feedback, faites des revues des lectures, des lecteurs, ça aidera à améliorer l'histoire. Et puis prenez en photo, si vous voulez, tous les liens qu'il y a eu. Les images ont été faites en partie avec Midjourney, mais pas que. Et il y a les repos, présentation et démos, ça c'est à la fois les démos et les styles. Et puis l'application qui est déployée, elle est là normalement aussi. Merci à vous. Puis je ne sais pas s'il y a le temps de prendre des questions ou pas. Je ne sais pas s'il y a le temps. Non, on passe. Donc après.